Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter brièvement donc Bruno, Normand et Christine. Bruno Paul-Hubert, que la majorité d'entre vous connaissez, bien sûr, est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation et directeur académique du CPU de l'Université de Montréal. Il travaille sur le numérique en enseignement supérieur. Bruno a évolué dans le réseau collégial, ça c'est moi qui l'ai ajouté, pendant plusieurs années en tant que conseiller pédagogique, entre autres au Collège La Flèche. Bruno, si je ne me trompe pas. C'est à cette période-là qu'on s'est davantage connu. Quant à Normand Roy est aussi professeur à l'Université de Montréal. Il travaille avec les milieux de pratique à favoriser le développement de la compétence numérique. Bienvenue, Normand. Et Christine, cette chère Christine, elle est enseignante au Cégep de Saint-Jérôme et chercheuse de collège. Christine s'intéresse aux pratiques enseignantes et à l'intégration des technologies émergentes. Alors, bon webinaire tout le monde. Je donne la parole à nos deux conférenciers et à notre conférencière. Amusez-vous bien. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, puisque Nicole nous a déjà présenté, on va faire trêve de présentation. Alors, puisqu'on s'est nous-mêmes déjà présenté, on va y aller en vous demandant vous-même de vous présenter. Et on a pour ça une petite activité WooClap. Donc, une petite question. On aura quelques moments interactifs avec WooClap. Donc, on vous invite déjà à aller sur wooclap.com. Peut-être que Nicole, tu peux partager le lien dans le clavardage. C'est fait. Vous pouvez répondre avec votre téléphone ou avec votre ordinateur. Et nous, on voudrait savoir un petit peu à qui on s'adresse. Donc, l'événement est parti. On va regarder un peu qu'est-ce que ça donne. Ah, on a pas mal de personnel professionnel, personnel enseignant. Et Nicole, tu peux me dire, on a combien de participants, juste que je sache, je veux dire, qui participent au webinaire? Qui sont arrivés jusqu'à maintenant. Actuellement, il y a une soixantaine de participants qui sont arrivés. C'est bon. Alors, je vais leur laisser un petit peu de temps pour arriver dans le WooClap, parce qu'une fois connecté, on aura d'autres activités. Donc, écoutez, c'est une idée qui a débuté, je dirais, cette idée-là de sondage. On a eu, en fait, c'est une idée que Christine Marquis a eue et qui est devenue un projet du Lavion. On a commencé par faire un premier sondage en 2023 et c'est en train de devenir une entreprise récurrente, mais je laisse, voilà, ma collègue vous présenter le plan de présentation et poursuivre. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter d'abord notre projet de recherche, puis ensuite, on va vous présenter des résultats, deux séries de résultats, puisqu'on a fait 2 itérations en lien avec les perceptions à l'égard de l'IAG, la littératie de l'IA, les principaux usages qui en sont faits, les enjeux et les défis, l'encadrement de l'IAG et un volet formation. Donc, notre projet de recherche s'inscrit en fait dans une problématique en lien avec le lancement là, de ChatGPT en novembre 2022. Les préoccupations à ce moment-là étaient vraiment beaucoup de l'ordre du plagiat. Puis depuis ce temps-là, on observait une croissance vraiment rapide là, d'un très grand nombre d'outils d'IA générative. Puis, parallèlement à ça, différentes études ont sorti montrant vraiment, là, donc c'est unanime, là, une adoption vraiment massive par les personnes étudiantes là, de l'IAG. Puis, dans ces sondages-là, on a d'abord le sondage du PIM là, qui parle d'une adoption là, à 53% au collégial et 73% à l'université. On a les données aussi de KPMG en 2025 qui parlent d'une adoption de 73% par les personnes étudiantes canadiennes. Puis s'ajoute à ça, je ne l'ai pas ajouté dans la présentation, mais le sondage SOM là, réalisé récemment qui parle dans ce cas-là d'une adoption de 75% des personnes étudiantes qui disent utiliser l'IA en contexte scolaire de rarement à très souvent. Donc, notre projet de recherche, au départ, donc le projet est né en 2023. On a fait rapidement, là, après la sortie de ChatGPT, on a décidé de faire une première
itérations du projet. Puis nos objectifs touchent, en fait, on tente de mesurer le niveau de littératie de l'IA des personnes enseignantes et étudiantes. Et dans les objectifs, on avait les autres personnes là, actrices là, de l'enseignement supérieur. Ensuite, on a un objectif en lien avec la perception générale par rapport, à ce moment-là, on parlait de ChatGPT, maintenant on parle d'IA générative puisque d'autres outils se sont ajoutés. Décrire les opportunités perçues, mais aussi les enjeux et défis reliés à l'IAG et essayer de documenter les différents usages qui en sont faits. Donc, notre enquête, une première itération, une première collecte de données a été faite en octobre 2023. Donc, dans 3 établissements d'enseignement postsecondaire, donc c'est-à-dire l'Université de Montréal, le Cégep de Saint-Jérôme, puis le Cégep de Lanaudière. Donc, on a recruté des personnes enseignantes, professionnelles et étudiantes. Donc, vous pouvez voir le nombre de personnes qui ont répondu au questionnaire à ce moment-là. Donc, au total, là, quand même 2773 personnes. Et pour la première itération, on a aussi réalisé des entrevues de groupe. Donc, vous pouvez voir là, le nombre de personnes qui ont participé aux entrevues. Donc, à ce moment-là, là, on avait besoin de discuter avec les gens pour recueillir davantage là, par rapport aux perceptions notamment. Ensuite, en mai 2025, on a fait une deuxième itération, donc une deuxième collecte de données, donc auprès des mêmes établissements. Et là, vous pouvez voir là, le nombre de personnes. Donc, à ce moment-là, on a affiné le questionnaire, on s'est contenté du questionnaire. On a 2115 personnes qui ont répondu là, à ce moment-là. Donc, on va commencer avec un premier volet de résultats en lien avec les perceptions à l'égard de ChatGPT et de l'IAG. Donc, on a une question. Je vais passer à la question suivante. Donc, on vous demande si vous êtes optimiste ou pessimiste quant au changement que ChatGPT et l'IA générative pourraient engendrer dans le milieu collégial et universitaire. On voit que c'est vraiment partagé, mais vous êtes encore peu à avoir répondu. Le pessimisme monte un peu. Il y a une bataille entre le pessimisme et l'optimisme. Donc, on a quelque chose qui est très équilibré. On aurait une pizza à partager également en 3 personnes dans la salle. On a posé cette question-là aux personnes étudiantes et donc, on peut voir ce qui s'est passé entre les réponses là, en 2023 et en 2025. Puis, ce qu'on voit, c'est que le orange, le neutre, a un petit peu diminué pour s'en aller de part et d'autre dans le optimiste ou très optimiste qui a augmenté de 4%, puis dans le pessimiste et très pessimiste qui a aussi augmenté de 4% chez les personnes étudiantes. Quand on a posé la question au personnel enseignant, ben là, ça, c'est quand même un grand résultat là, de notre enquête, puisque là, les choses, on voit que le niveau d'optimisme là, de 2023 à 2025 est resté sensiblement pareil. La portion neutre a diminué, mais on voit que le pessimisme et le très pessimisme est passé là, de 32 à 45%. Donc, chez le personnel enseignant, là, on observe plus de pessimisme là, en 2025 qu'en 2023. On a aussi demandé à la communauté étudiante, est-ce que ChatGPT et les applications semblables vont profondément changer le milieu collégial et universitaire dans les 3 à 5 prochaines années. Donc là, la portion en grise est pour les personnes qui sont en accord ou tout à fait d'accord. Puis on voit que ça passe de 72 à 80% là, à 83% en 2025 pour la communauté étudiante. Donc, plus de personnes là, semblent être d'accord avec cette affirmation-là.
Puis, si on regarde au niveau du personnel enseignant, ben c'est la même chose à peu près qui se produit. Donc, on passe d'un accord de 72 accord tout à fait d'accord, de 72 à 86 là, en 2025. Le questionnaire va permettre de savoir si les enseignants qui sont pessimistes utilisent quand même l'IAG. On n'a pas fait cette analyse-là. On pourrait la faire facilement, mais on ne l'a pas fait encore. Donc, je dirais que ça sera une suggestion intéressante. Donc, ça nous amène au premier résultat central là, de notre enquête que, plus de personnes étudiantes et enseignantes croient que les outils d'IAG vont changer l'enseignement supérieur dans les prochaines années, mais les personnes enseignantes semblent davantage pessimistes là, devant ces changements. Donc, on va vous parler maintenant de connaissances et de littératie de l'IA. Alors, on commence par une question. Mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que vos étudiants connaissent au moins un outil d'IA générative comme ChatGPT, Gemini, Claude, DALL-E, Midjourney? Alors là, on va encore sur WooClap. Merci Christine d'activer. On vous laisse répondre à cette question. Donc, on n'a que quelques répondants, mais on voit déjà une tendance qui se dégage. Je vous laisse quand même un petit peu de temps pour que tout le monde puisse répondre. Et on a un genre de consensus. La moyenne se dirige du côté du plutôt bien. Je vous laisse encore 5 secondes. Et c'est ça dans le commentaire qu'on a beaucoup de personnes professionnelles dans la salle, puis ces personnes-là n'ont pas nécessairement d'étudiants. Ça explique peut-être. Ils connaissent c'est quoi, mais ne connaissent pas les meilleurs usages, ne savent pas comment ils fonctionnent. Donc, intéressant. La plupart l'utilisent, il y a assurément une connaissance, mais en surface. Donc, merci de vos commentaires. On revient à la présentation. Alors, nous, on a demandé, et là, on voit en fait qu'il y a une évolution dans la pointe de tarte. J'attire votre attention sur le fait que le degré de connaissance des étudiants, je dirais la tarte était partagée quand même, pas tout à fait également en 2023. On a quand même beaucoup de pas du tout, un peu. Si on additionne les deux, ça fait presque 50%, le pas du tout, puis un peu. Et là, on voit que le pas du tout est passé à 3%, donc un peu, c'est moins du tiers. Donc, on a quand même beaucoup progressé du côté du plutôt bien et du vraiment très bien, ce qui vous donne finalement pas mal raison dans la manière dont vous avez répondu. Et maintenant, vous, dans quelle mesure est-ce que vous connaissez au moins un outil d'IA générative? On a l'autre question au clap. Merci Christine de l'activer. Et là, c'est intéressant. On a effectivement beaucoup de conseillers pédagogiques dans la salle. ChatGPT, Claude. Alors là, on voit que par rapport ce qui est en train de se dégager par rapport au profil du personnel enseignant est quand même différent, mais on a un profil où on a beaucoup plus de conseillers pédagogiques dans la salle que d'enseignants. Alors que, je ne sais pas qu'est-ce que vous remarquez du côté des enseignants, mais du côté des enseignants, c'est que ça ne progresse presque pas. La pointe de tarte, le vraiment très bien et le plutôt bien additionnés ensemble, on reste, en fait, on a très légèrement progressé. On est rendu à 40% plutôt que 34%. On reste avec 9% de pas du tout. Ça veut dire 9% de répondants pas du tout qui ne connaissent rien aux outils d'IA générative, ce qui est un peu inquiétant, Donc, ça a beaucoup plus progressé du côté des personnes étudiantes que du personnel enseignant. Et finalement, on a un autre, là, celle-ci va vous demander un petit peu plus de réflexion, là, parce que là, on vous demande, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que c'est ChatGPT, ou comment on aurait pu dire ce qu'est Gemini, c'est ChatGPT le plus connu, et comment cet outil fonctionne. Vous pouvez répondre soit avec 3 ou 4 mots-clés, ou essayer de nous donner une définition courte dans 1 ou 2 phrases. Donc, on cherche quelque chose, je vous donne vraiment une petite minute complète pour réfléchir. Donc, soit que vous répondez en quelques mots-clés, soit que vous répondez avec 1 ou 2 phrases complètes. La minute tourne. Et je vous laisse la minute entière. Je ne vous montre pas les résultats tout de suite pour vous laisser réfléchir. Donc voilà, sous forme de mots-clés, partir, données, web, on a beaucoup de choses. On va essayer d'y aller avec une liste.
robot conversationnel, probabilité, une intelligence artificielle entraînée sur de vastes ensembles de données pour créer de nouveaux résultats semblables à ceux des humains basés sur de grands modèles de langage. Ben là, je la trouve quand même pas mal, celle-là. Outils de discussion, je la trouve même très bien. Si avec Recherche Web offre une réponse de probabilité basée sur la navigation web, les livres en ligne, outil qui prédit statistiquement le mot suivant pour interpréter les questions à partir du corpus auquel il a été entraîné, structure grand modèle de langage. Donc, si j'y vais en termes de mots-clés, partir de données, et si je vais avec, WooClap IA, ben là, si je regroupe les réponses, on va voir quelles sont les tendances qui ressortent de vos réponses. Le plus intéressant, finalement, c'est d'afficher les phrases complètes parce que les mots-clés, voilà, et on a quand même un outil d'intelligence artificielle qui est disponible dans WooClap qui nous permet de faire une analyse rapide, intelligence artificielle générative, modèle de langage, agent conversationnel, prédiction statistique, création de contenu, ce sont les catégories qui ressortent de l'analyse de l'ensemble de vos réponses. Alors, les personnes étudiantes et enseignantes, en fait, ça, c'est des réponses de personnes étudiantes. Il s'agit d'un outil conversationnel qui recense et synthétise du contenu disponible sur le web. C'est pas inexact, mais c'est pas la meilleure définition. Il s'agit d'un robot conversationnel qui peut répondre à une question donnée, peut donc, entre autres, écrire un texte avec une question, c'est pas pire, mais la profondeur explicative n'est pas très élevée. Robot conversationnel qui puise des infos éparpillées sur le web, ajustement des réponses en fonction de l'utilisation qui en est faite, fonctionne selon les paramètres préétablis lors de l'utilisation, c'est déjà mieux. Il s'agit d'une interface web dans laquelle un programme informatique qui est basé sur un corpus de texte utilise un algorithme appuyé par un apprentissage autonome de la machine et par un nettoyage humain pour générer du texte plausible statistiquement. Là, on commence à avoir une définition pas mal sophistiquée. Et l'autre encore, logiciel qui collectionne et analyse les données présentes sur Internet jusqu'en 2021. C'était vrai au moment où on a passé le questionnaire pour la version gratuite pour ensuite prédire les réponses les plus probables en fonction de ce qui est présent sur Internet et aux questions qui lui sont posées. Donc, on voit qu'il y a vraiment degré de sophistication qui peut varier beaucoup dans la qualité des définitions. Nous, ce qu'on avait, c'est une mesure de la confiance en sa définition. On voit que la confiance en sa définition a augmenté du côté des personnes enseignantes entre 2023 et 2025 et qu'il a augmenté aussi du côté des personnes étudiantes entre 2023 et 2025. On voit dans les deux cas que le niveau de confiance en sa définition est supérieur du côté des personnes enseignantes à celui des personnes étudiantes. La chose qui est peut-être je m'excuse de te corriger, Bruno. Je m'excuse de te corriger, mais le niveau de confiance a diminué entre. C'est ce que j'allais dire. Alors, on pourrait y voir un effet peut-être Dunning-Kruger qui, en fait, qui nous montre que finalement, plus on connaît quelque chose à quelque part, plus on mesure son ignorance. Donc, oui, j'ai inversé. Merci, Christine. J'allais le dire. Alors, maintenant, on va regarder un peu quelles sont vos stratégies quand vous utilisez un outil d'IA générative comme ChatGPT. Donc, quelles sont vos stratégies pour questionner ChatGPT ou des outils du même genre? Alors, c'est intéressant parce que vous êtes, je dirais, je pose des questions claires, précises et simples. Techniquement, ce n'est pas une très bonne stratégie. Les essais avec des mots-clés non plus. Mais les deux techniques les plus efficaces, vraiment, c'est vraiment technique 4, je donne des détails, je spécifie, j'explique, je fais des allers-retours, j'utilise une technique de rédactique spécifique. La grande majorité d'entre vous font cela, mais la majorité d'entre vous sont des conseillers pédagogiques qui forment peut-être des profs et peut-être même des étudiants. Donc, on n'avait pas cette catégorie-là des techniques de rédactique. C'était une question ouverte en 2023, puis l'analyse lexicale du texte qui a été faite avec Iramutech nous fait ressortir ces 4 catégories, questions claires, simples, et on voit dans le fond qu'il y a à peu près juste le quart des personnes répondantes qui utilisaient des stratégies appropriées. Je dirais, en 2025, là, on a quand même une augmentation. Je dirais, je pose donne des détails. Si on additionne, on a environ, et c'est assez proche des personnes enseignantes et des personnes étudiantes. Donc, poser des questions, des détails, on a environ 40% des enseignants, plus technique de prompt engineering,
un 5% à peu près qui s'ajoute pour les étudiants et plus un 10% pour les enseignants, ce qui nous amène à peu près à la moitié des personnes enseignantes et étudiantes qui adoptent une stratégie qui est intéressante. On a quand même un 10% des personnes enseignantes et étudiantes qui n'utilisent pas du tout l'intelligence artificielle générative. En tout cas, c'était le cas au printemps 2025. On avait une échelle validée sur le sentiment d'efficacité personnelle par rapport à l'utilisation de l'IA. Dans quelle mesure je me sens confiant d'être capable de faire d'utiliser efficacement ces outils-là. Alors, du côté des étudiants, encore là, si on compare les étudiants aux enseignants, en 2023, les étudiants sont un petit peu inférieurs aux enseignants. Et en 2025, en vert foncé, les étudiants, mais là, ça s'inverse, deviennent légèrement supérieurs aux enseignants. Et cette différence-là, elle est statistiquement significative. On a vu l'émergence depuis quelques années de la littératie de l'IA, mais Normand, c'est à toi que je passe la rondelle. Oui, on peut parler brièvement de cette diapositive-là, mais en fait, la littératie de l'IA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qu'on devrait savoir sur l'IA. C'est l'idée, en fait, qu'il y a différentes composantes qu'on doit comprendre, en fait. Et ce qu'on s'interrogeait à savoir, justement, chez nos utilisateurs, c'est un peu, qu'est-ce que c'est ça, la littératie de l'IA? Donc, il y a eu comme une étape préliminaire au questionnaire qui était vraiment de documenter, ça mange quoi en hiver, la littératie de l'IA? C'est-à-dire que c'est quoi les différentes composantes? Donc, vous avez différents écrits, en fait, qui ont été ici. Donc, Kemily, Bloch, Lepage, en fait, qui avaient fait différentes échelles de mesures. On retrouve à peu près dans toute la littérature tout le temps le concept de technique, en fait, dans tous les aspects techniques. Comprendre l'apprentissage machine, comprendre ce que c'est un algorithme, comprendre. Donc, ça, c'est assez commun dans un large éventail. On retrouve également tout ce qui est à l'éthique, hein? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce que les enjeux éthiques de l'IA, est-ce que c'est des enjeux de l'environnement, les enjeux légaux? On va retrouver évidemment. Et en éducation, bien évidemment, il y a tout aussi ce qu'on va comprendre, et c'est ce que Lepage a mesuré dans le cas de sa thèse de doctorat, les enjeux dits pédagogiques. Qu'est-ce que je sais de l'IA pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage? Bruno, tu peux passer à l'autre diapo. OK, vous avez enlevé des diapos pas mal, OK? J'avais pas les mêmes diapos dans les choses. En fait, donc, reviens à la diapo avant d'abord, Bruno, excuse-moi d'abord, celle que j'avais reçue, c'était pas la même. Je crois que tu as les résultats de 2023 avant de parler de je comprends, OK. Donc, mais les résultats de 2023, en fait, dans ce cas-là, donc en 2023, lorsqu'on a posé des questions sur la littératie de l'IA, on avait pu utiliser seulement 3 grandes catégories qui avaient émergé de la première recension, qui disait alors qu'on avait tout ce qui était de l'utilisation dite générale, les aspects éthiques et les aspects techniques. Je porte votre attention sur 2 choses ici. Premièrement, regardez le niveau éthique, hein. En 2023, on se prétendait avoir des meilleures connaissances, en fait, par rapport aux aspects éthiques, et les aspects techniques étaient plus faibles. Là, je parle de façon générale, qu'on regarde étudiants ou enseignants. Si on regarde de façon plus spécifique, par exemple, dans les aspects techniques, les enseignants percevaient d'avoir de meilleures connaissances par rapport aux aspects techniques de l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un algorithme, comment ça fonctionne, alors que c'était à peu près pareil sur le plan éthique. Prochaine diapo. En parallèle de ça, en fait, il y a des travaux de mise à jour du cadre de référence de la compétence numérique qui ont eu lieu. Puis pendant ces travaux-là, une des choses dont vous avez l'équipe qui est à l'écran en ce moment, on a travaillé à faire vraiment une recension. Prochaine diapo, Bruno. Donc, on a fait une recension qu'on appelle un examen de la portée, c'est-à-dire qu'on a recensé tout ce qui se faisait justement de 2 choses. Un côté, la compétence numérique, mais aujourd'hui, vraiment, on s'intéresse à quoi? Au référentiel de la littératie de l'IA en éducation. On ne s'est pas intéressé à savoir tous les sous-composants de référentiels qui seraient spécifiques, par exemple, en médecine, en sciences infirmières, en ingénierie, mais vraiment ceux qui touchent l'éducation. On est allé ici vraiment avec tout ce qui est documents gouvernemental, documents officiels, et littérature grise, articles scientifiques. Donc, on est allé avec très large. Donc, le corpus initial comprenait 352. Après un accord interjuge, on a retenu 90. Mais après l'analyse de 31, on arrivait vraiment avec les documents avec la plus grande pertinence. Quand je parle de documents, on pense à ceux de l'UNESCO, il y a des référentiels aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a en Australie. Donc, tous ces documents-là, en fait, ont été combinés pour faire une stratégie d'analyse pour voir finalement de quoi on parle lorsqu'on parle de littératie de l'IA. Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les grands thèmes récurrents? Et vous avez à l'écran, en fait, notre proposition
appelons-le un cadre conceptuel unifié, un référentiel unifié. À l'international, ce qu'on s'est aperçu quand même, il y avait des cadres pour l'enseignant, pour l'étudiant. Si vous allez voir celui de l'UNESCO, effectivement, on a séparé l'enseignant de l'étudiant. Dans notre côté, vraiment, l'approche qu'on a été, c'est un seul cadre fusionné qui va servir après l'établissement de mesure. Donc, je vais juste faire un survol de ce que vous voyez à l'écran. Donc, la littératie de l'IA, elle peut se définir par les aspects techniques, j'en ai parlé, les aspects éthiques, tout ce qui est pensée critique à l'égard de l'IA, donc ma réflexion critique envers l'IA, donc on doit développer ces habiletés-là et ces compétences-là. L'agentivité humaine, c'est quelque chose qu'on a vu émerger dans les cadres plus récents, en fait. Donc, toute la place de l'humain avec l'IA, c'est quelque chose qui prend dorénavant plus d'importance dans les cadres à l'international, à savoir que si on veut être compétent avec l'IA, on doit aussi avoir une posture critique de la place de l'humain avec l'IA et de la place de l'autonomie, de la décision humaine, en fait. Donc, c'est ce qui rentre dans la dimension agentivité humaine. Et finalement, la dernière catégorie, c'est les usages. Les usages, c'est une catégorie que je pourrais classer de éclaté parce qu'effectivement, les usages, en fait, là, ici, il y a les usages pour les apprenants. Donc, comment un apprenant peut utiliser l'IAG pour soutenir ses apprentissages. Pour le formateur, comment l'IA peut m'aider moi. Puis ici, vraiment, on est dans la posture où comment je me perçois compétent à faire cet usage-là comme formateur pour créer des contenus, travailler le texte, travailler les outils avancés à la recherche documentaire et même maintenant tout ce qui est les travaux par rapport à l'analyse quantitative, l'analyse qualitative, le traitement des images. Donc, tout ça rentre dans les différentes sous-sections des catégories d'usage. Donc, dans le questionnaire, on avait vraiment un grand nombre d'énoncés qui demandaient aux gens comment ils se sentaient compétents à faire ces différentes choses-là, soit sur les aspects techniques, éthiques, critiques, agentivité humaine, les usages, et après ça, une variété d'usages, en fait. Là. Donc, en fait, ici, c'est pas tant la personne qu'on classe que le type d'usage qu'on a. Donc, dans la catégorie, j'ai vu la question dans le clavardage, c'est pas tant les gens qu'on classe que les types d'usages qu'on classe, en fait, de autres. On pourrait penser à rédiger une note administrative, par exemple. Là. Donc, là, c'est plus dans les catégories d'usage qu'on va y aller. C'était pas tant de classer la personne, mais les types d'usage. Peut-être que les termes pourraient être un peu raffinés pour ça. Bruno, prochaine diapo. Donc, vous avez à l'écran, en fait, ici, comment les gens se perçoivent compétents dans ces différents regroupements-là. Vous remarquerez qu'il y a dans certains cas, pour cette analyse-là, pensée critique et agentivité sur le plan statistique, dans ces données-là, ont été fusionnées, bien que conceptuellement, on les sépare. Mais je vais partir du haut vers le bas et je vais me rappeler qu'il faut que je parle plus lentement pour le traducteur. Donc, la littératie de l'IA, donc pour la recherche documentaire, si vous regardez en fait, les étudiants se perçoivent plus compétents et pour l'analyse des données que les enseignants en 2025. Ce sont des échelles plus précises que 2023, je vous rappelle. Usage textuel, presque pareil, on est dans le haut des usages quand même. Création multimédia, très proche l'un de l'autre. Usage avancé, codage et analyse quantitative, on voit que les étudiants se perçoivent plus compétents que les enseignants. Je rappelle ici qu'on avait aussi des étudiants à l'université, on avait des différents de tous les niveaux. Usage personnel et apprentissage, encore une fois, les étudiants se perçoivent plus compétents et vous voyez que ça se répète un peu partout, qu'on se perçoit plus compétent, autant aussi sur les éléments qui touchent l'agentivité ou la pensée critique. On a l'impression de se sentir compétent à ces choses-là. Et les aspects techniques tout en bas, c'est celui, effectivement, j'ai vu dans le clavardage, on le dit un peu plus tôt, plus on sait sur quelque chose, plus on sait notre niveau d'incompétence, en fait. Donc, cette posture critique-là est à explorer parce que lorsqu'on se déplace dans les milieux scolaires et qu'on pose des questions, un peu moins évident de voir que les gens maîtrisent réellement ça. C'est un effet qu'on a vu observer également avec les compétences informationnelles, hein, entre mon sentiment de compétence, comment je me perçois compétence et ma compétence réelle. Il y a un décalage, notamment avec les compétences informationnelles. La recherche documentaire, ça a été bien documenté à travers le temps, ça. Donc, ici, vraiment, et là, avec Bruno, on a déjà commencé à explorer, à avoir des tests et non pas du sentiment de compétence, mais d'être capable d'évaluer cette compétence-là. Il y a quelques chercheurs qui ont commencé à faire des échelles relativement courtes, là, une vingtaine de questions, non pas pour évaluer le sentiment de quelque chose, mais évaluer ton niveau, en fait, à partir d'énoncés plutôt simples. Là. C'est sûr que sur des échelles en ligne, évaluer une compétence, c'est toujours plus difficile. On ne se le cachera pas, mais la question se pose ici.
Prochaine diapo. Donc, le niveau de littératie est plus élevé pour les personnes étudiantes. Il y a des usages que c'est à peu près pareil et le fondement reste que les usages éthiques, c'est ce que les gens s'aperçoivent. Il est vrai que dans les médias et un peu partout, ce qu'on parle quand même beaucoup, c'est qu'on parle beaucoup d'éthique, de droit d'auteur, plagiat, de risque. Donc, tout ça faisait partie du volet éthique autour de l'IA. Il n'y a pas que ça dans l'éthique, mais l'échelle comprend des éléments autour de ça. Donc, c'est sûr que nos étudiants en entendent parler quand même de droit d'auteur, plagiat, donc ces risques, les billets de l'IA. Ça, c'est quelque chose qu'on a largement parlé. En fait, reste à voir si ça se concrétise pour vrai en réelle compétence. Je crois que c'est ce que j'ai vu sortir dans le clavardage. La question est posée entre mon sentiment de compétence et ma réelle compétence. Donc, on va vous parler maintenant des usages qui sont faits de l'IAG. On a demandé aux personnes étudiantes, quand avez-vous commencé à utiliser ChatGPT ou un outil d'IA générative? Puis, ce qu'on a obtenu pour la collecte de 2023, quand même, à ce moment-là, c'est que 37,5% des personnes étudiantes n'avaient jamais utilisé un tel outil. Puis, ce qu'on voyait aussi avec les moments, c'est que ça diminuait. De novembre 2022, il y avait des gens qui commençaient à l'utiliser, 14%, 11%. Fait que ça semblait comme aller dans une diminution. On a reposé la même question en 2025. Et là, on voit plus quelque chose de moins une tendance, mais un peu plus varié. Puis le niveau de jamais utilisé, cette fois-ci, là, les personnes étudiantes qui n'ont jamais utilisé est plutôt de l'ordre de 8,7%. Puis ce qu'on voit, il y a différentes petites variations, mais ce qu'on observe, c'est que comme par hasard, il y a comme des petits creux à l'été 2023, à l'été 2024, là, où les personnes étudiantes ont comme moins commencé à utiliser ChatGPT. On a posé la même question aux personnes enseignantes. En 2023, on avait 21,9% des personnes qui n'avaient jamais utilisé. Puis, on observait un petit peu la même affaire, donc un genre de peu de déclin là, au fil du temps avec des nouveaux utilisateurs. Et en 2025, on observe quand même quelque chose d'intéressant, c'est que dans le « je n'ai jamais utilisé », on a à peu près le même pourcentage. Puis, c'est quelque chose aussi donc le nombre de nouveaux utilisateurs varie aussi avec le temps. Les personnes enseignantes en été là, ont moins envie de commencer à utiliser ChatGPT, ont plus envie d'être en vacances. Donc, pour ce qui est des usages de la communauté étudiante, donc les premières données donc issues de la collecte de 2023, on les a obtenues par une question ouverte. Donc, les gens on leur demandait ouvertement quels étaient leurs usages, puis nous, on a comme fait une analyse qualitative de ça, là, en regroupant ça sous forme de thèmes. Puis, à ce moment-là, 2023, l'usage qui était vraiment le plus répandu par les personnes étudiantes était la recherche d'informations. Donc, on avait été un peu quand même inquiet à ce moment-là, en 2023, que ce soit l'usage principal, là, avec tous les enjeux de véracité puis de confabulation qui étaient vraiment répandus à ce moment-là. Là, c'était suivi, le deuxième usage qui est ressorti le plus avec la question ouverte, c'est l'étude de la matière. Donc, les personnes étudiantes s'en servaient à ce moment-là aussi pour s'aider à comprendre la matière, par exemple, se faire expliquer différents concepts, etc. Puis, on a d'autres usages en lien ensuite avec la génération d'idées et enfin d'autres usages plus de l'ordre de textuel, la révision, la rédaction. On a reposé la même question en 2025, mais cette fois-ci dans une question fermée du questionnaire. Et là, ce qu'on observe quand même, c'est que il y a moins de différence entre les usages. Donc, il semble y avoir plus d'usages qui en sont faits. Donc, le principal, mais il n'y a pas de grande différence entre les différents usages, mais c'est de résumer un texte, m'aider à reviser un texte en français. En troisième, faire de la recherche d'informations, m'aider à apprendre des notions, des procédures, poser des questions pour apprendre une nouvelle matière, m'aider à comprendre
la matière d'un cours, m'aider à étudier. Donc, textuel encore, la recherche d'informations, mais aussi l'aide là, pour l'apprentissage. Ici, c'est un diapo qui semble un peu chargé, là, mais peut-être il y a des animations normalement qui apparaîtront. Je voulais voir s'il y avait une différence entre les usages qui sont faits plus par les personnes étudiantes du collégial versus de l'université. J'ai encadré, en fait, les usages fréquents où il y a une bonne différence entre les deux. Donc, il semble que les personnes étudiantes du collégial semblent plus, bon, ce qui est sorti le plus, c'est m'aider dans des tâches diverses. Alors qu'au niveau universitaire, pour les personnes étudiantes, mais ça va être plus de résumer un texte, mais aussi de traduire un texte. Donc, les usages là, diffèrent un peu selon si on est au collège ou à l'université. Donc, on a une petite question, encore une fois, on veut savoir, donc, en quelques mots-clés, quels sont vos principaux usages que vous faites de l'IAG. Donc, on voit, ça bouge. Je suis incapable de... Je ne sais pas si on pourrait peut-être avoir... bon, on voit de l'idéation. On voit... Oui, c'est ça, peut-être... quand même, la traduction. Texte, rédaction, correction, idée, résumé, challenger, je le vois. Reformulation. Là, je vais lancer l'analyse là, pour voir les catégories. Donc, on voit que les catégories qui ressortent, idéation et créativité, rédaction et révision, traduction et langue, recherche et analyse, organisation et structuration. Donc, ça ressemble, en fait, on vous posait la question parce que, évidemment, on a posé la question aussi aux personnes enseignantes. Est-ce qu'on peut... J'illustrerai la catégorie autre, Christiane. OK. Bon, résumé, idéation, mais il y a des choses qui sont ressorties dans les... mais je vois challenger, test pour expérimenter. C'est quelque chose aussi qui est quand même sorti beaucoup là, dans la première itération. Donc, on a beaucoup de professionnels dans la salle. Ce qu'on vous présente là, ce sont les données que l'on a, les usages pour le personnel enseignant. Donc, si on passe à la diapo suivante, un peu le même principe que pour les personnes étudiantes. Donc, en 2023, c'était sous la forme d'une question ouverte qu'on a posé la question. Et c'est la même chose, c'est la recherche d'informations là, qui est sortie en premier. Ensuite, bon, des usages plus textuels en lien. Donc, ce que vous avez nommé, révision de texte, rédaction de texte, traduction, génération d'idées. À ce moment-là, ensuite, on a eu les tests d'évaluation. Donc, beaucoup de personnes enseignantes qui ont comme voulu tester leurs évaluations en voyant ce que l'IA pouvait faire avec leur mode d'évaluation. Et plus bas, la planification d'activités pédagogiques ressortait là, plus bas dans les usages. En 2025, donc cette fois-ci, là, avec la question du questionnaire, on observe un petit peu la même affaire que pour les personnes étudiantes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages qui ne varient pas tant que ça là, dans la fréquence. Donc, le principal qui est ressorti, donc ça, c'est des données tout mélangées, c'est-à-dire là, université et collège. Donc, le premier usage qui est de traduire des textes, qui est suivi de m'aider dans des tâches diverses. Ensuite, m'aider à réviser un texte en français. La recherche d'informations égale l'usage suivant. M'aider à générer des idées pour un projet créatif. M'aider à générer des idées pour un texte, une présentation des projets. M'aider à rédiger un texte en français. Donc, tout ça là, arrive quand même. Là, il n'y a plus un seul usage qui se démarque plus que les autres. Donc, c'est comme un ensemble d'usages qui arrivent à des fréquences assez proches les unes des autres. Cette fois-ci, on a voulu illustrer aussi le même principe. Là. Est-ce qu'il y avait des différences entre les usages qui sont priorisés plus par les profs de collège versus d'université? Puis, ce qu'on observe, c'est que dans les collèges, l'usage qui est principalement fait, c'est vraiment de s'aider à générer des idées
pour un projet créatif, tandis que, donc, il y a un petit rectangle qui devrait apparaître aussi, mais à l'université, c'est vraiment plus en lien avec la traduction. Donc, traduire un texte où il y a vraiment, vraiment beaucoup plus de profs d'université qui, en fait, c'est leur usage majoritaire, et m'aider à rédiger un texte dans une autre langue. Donc, c'est sûr que il y a quand même des fonctions qui diffèrent là, entre les enseignants du collégial et les profs d'université, ce qui peut expliquer que les usages là, diffèrent un peu. Puis dans les données précédentes, c'était les données contenant tous les types de répondants. Et il y a aussi beaucoup de profs à l'université qu'on engage dont la langue maternelle n'est pas le français. Donc, on vous demande, je vais juste aller activer la question. Donc, on vous demande cette fois-ci de classer. Donc, comme la recherche d'informations arrive encore quand même très fréquente là, dans les usages, on vous demande de classer dans l'ordre les outils que vous utilisez pour faire vos recherches d'informations. OK, donc on voit apparaître les combinaisons les plus fréquentes. Donc, je ne sais pas. On voit que Google le nombre de personnes n'est pas très élevé. On voit que ChatGPT suit dans la version gratuite. Ensuite, ça varie un peu, là, mais on voit que vraiment le top 2, c'est Google et en premier, ChatGPT version gratuite. Et ensuite, Google Scholar ou d'autres méthodes. Donc, Perplexity qui semble faire une percée. Google Scholar, Perplexity, un petit peu plus loin en bas. Oui, je me posais la question sur les nombres de personnes. Là. Je ne sais pas si ça coïncide 3-3-2. Les combinaisons les plus fréquentes. Donc, on peut peut-être passer à nos données. En fait, on voulait comparer vos réponses avec ce qu'on a obtenu dans la recherche. Il y avait un commentaire là, seulement pour mieux illustrer. Là, je crois qu'il y avait plus de choix dans le choix de réponse, mais là, on a voulu ne pas surcharger là, le graphique, mais aussi la question au clap. Donc, les outils qui sont utilisés le plus fréquemment, que ce soit par les personnes étudiantes ou enseignante, c'est Google, qui était un moteur de recherche standard quand on a fait l'itération, qui maintenant, ajoute l'IA dans sa réponse. Là. Donc, ça regroupe là, les étudiants collégiales et universitaires, les enseignants collégiales et universitaires. Donc, en deuxième, ce qu'on a obtenu pour tout le monde, c'est Google Scholar. Égal pour les étudiants avec ChatGPT version gratuite. Et en troisième, pour le personnel enseignant, c'est ChatGPT version gratuite. J'ai pas mis la diapo, mais quand on compare collégial et universitaire, on obtient quand même une différence par rapport à Google Scholar qui, au collégial, tombe en troisième position. Donc, c'est de dire que Google est autant pour les personnes étudiantes qu'enseignantes. Google est en première place au collégial, mais ChatGPT version gratuite là, devient en deuxième place quand on considère seulement là, les personnes issues du collégial. J'ai deux petites questions. Est-ce que vous voulez qu'on attende à la fin? On peut les prendre. Oui. Il y a, il y a Anne-Frédérique Champoux, que vous connaissez, qui est à Bois-de-Boulogne. Salut Anne-Frédérique. Alors, elle dit, demande dans la liste des réponses qui sont proposées pour les usages, pourquoi avoir souvent utilisé le mot « m'aider », le terme « m'aider à », quand il est possible de faire réaliser la tâche parfois complètement à un outil d'IAG? Je répondrais simplement que dans plusieurs cas, on avait des choix entre les usages. Ce qui vous est présenté sont les réponses les plus souvent choisies. On avait aussi des items qui ressemblaient à rédiger un texte complètement ou faire... Alors, on avait ces items-là. C'est juste qu'on avait beaucoup d'items dans le questionnaire. Les catégories qui vous ont présentées sont celles qui correspondent aux réponses les plus fréquentes. OK. Merci. Il y a Dani Samy qui demande... Dana, pas Dani, pardon.
Est-ce que quels outils sont utilisés pour la traduction, des outils IA pour la traduction? Est-ce que vous pouvez en nommer? On ne l'a pas demandé, là, mais je dirais sur le terrain. On l'a dans une autre question qu'on ne présente pas, mais c'est pas mal. On l'a-tu dans la présentation, Christine? Non, on l'a dans une autre question, mais malheureusement, elle n'est pas dans la présentation. Mais de mémoire comme ça, c'est DeepL, Google Translate. Mais voilà, on leur demandait dans un autre, on n'a pas présenté, mais de mémoire, c'est des outils principaux qui ressortent. Okay. Il y a Anne-Frédéric dans le chat qui parle de DeepL, D-E-E-P-L. Oui, c'est ce que j'ai dit, DeepL et Google Translate. Oui. OK, j'avais pas entendu, excuse-moi Bruno. Okay. Donc, on continue. Donc, on a fait ressortir quelques usages inspirants là, faits par les personnes enseignantes. Donc, c'est issu des données de l'enquête. Donc, formuler des mises en situation dans un domaine en guise d'exercice d'apprentissage pour les étudiants d'un cours. La création de cartes conceptuelles pour l'étude ou de questions sur la matière dans le but d'étudier et de se pratiquer. Donc, la génération là, de questions. J'ai un exercice qui demande à des équipes de soumettre un texte à une synthèse IA, de réaliser ensuite elle-même une synthèse du même texte, puis de comparer les deux synthèses. Chaque équipe présente ensuite ses résultats devant la classe en soulignant les qualités et les défauts de la synthèse IA. Et on a un dernier usage qui est ressorti. Donc, utiliser l'IA pour générer des idées de plans de cours, travaux ou explications. Prendre le contenu généré comme des idées de base, mais modifier la plupart du contenu avec mon expérience personnelle afin de créer du contenu respectant les droits d'auteur. Ça nous amène au résultat 3. Donc, alors que la recherche d'informations là, était vraiment l'usage majoritaire en 2023, donc il y a plus d'usages différents préférés en 2025. On était passablement inquiet là, en 2023 de voir que la recherche d'informations se distinguait autant des autres usages compte tenu, là, comme je vous disais, des enjeux là, de confabulation et tout ça. La recherche d'informations est encore présente, mais nos inquiétudes sont moins intenses étant donné les options là, de Deep Research qui sont dans les comptes payants, mais aussi maintenant en petite quantité dans les comptes gratuits. Pour ce qui est des enjeux et des défis, donc je crois que c'est une dernière petite question pour vous. On vous demande, selon vous, quels sont les principaux défis, enjeux, risques que posent les outils d'IAG pour l'enseignement, l'apprentissage ou la recherche. Ah, c'est très intéressant, qu'est-ce que ça donne? Bon, quand j'ai regardé, il y avait 2 qui étaient perte de compétences, délestage cognitif. Donc là, les réponses rentrent. Tricherie s'ajoute, tricherie plagiat. Et des mots qui se lient à ça. Perte de compétences encore, paresse. OK, on a donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'indices qui révèlent que le délestage cognitif là, est vraiment sur le terrain l'enjeu qui inquiète le plus. Donc, on a posé la question en 2023 aux personnes étudiantes et au personnel enseignant par le biais d'une question ouverte. Et en fait, on a fait une analyse qualitative et le logiciel nous a produit un nuage de mots où, en fait, la grosseur des mots est proportionnelle au nombre de fois que ce thème-là a été amené. Puis, autant pour la communauté étudiante, le plagiat, la perte d'aptitude, là, à ce moment-là, on a codé ça avec ce thème-là, alors que maintenant, on parle plus de délestage cognitif. Puis, les données inexactes, ce sont les 3 principaux défis nommés. Donc, autant pour la communauté étudiante que pour le personnel enseignant en 2023. Et, en 2025, on a posé la même question, mais cette fois-ci dans une question fermée. Et ce qu'on observe, c'est que, ce sont les mêmes, en fait, défis qui ressortent majoritairement. Donc, le plagiat ou tricherie qui arrive là, le plus élevé, autant pour les personnes étudiantes qu'enseignantes. Ensuite, la perte d'aptitude cognitive.
qui arrive là, en deuxième lieu pour les personnes enseignantes, mais aussi en deuxième lieu pour les personnes étudiantes, rapprocher des données inexactes, des confabulations. Donc, on a quelques extraits d'entrevues qui montrent, c'est ça, le premier enjeu, la perte d'aptitude, le délestage cognitif. On voulait, c'est ça, c'est l'enjeu, je pense, qui inquiète beaucoup. Puis, c'est pas seulement mentionné par les personnes enseignantes, ce l'est aussi par les personnes étudiantes. Donc, ici, on a un enseignant qui dit ça va ralentir leur cerveau au lieu de plus le développer parce qu'ils n'ont pas de façon d'aller chercher ailleurs, de vouloir connaître plus. Donc, ils vont être restreints à juste se fier à ce que l'intelligence artificielle leur donne. Puis, on a un enseignant qui explique, lui, que comme la dépendance un peu cognitive, lui, ce qu'il souligne, c'est le fait de dépendre de quelque chose qu'on comprend mal. Donc, c'est ce qui devient là un enjeu selon lui. L'autre enjeu, comme vous vous doutez, le plagiat, c'est aussi un enjeu qui est beaucoup nommé là, par les personnes étudiantes. Donc, le risque que ChatGPT soit pris comme un outil pour répondre entièrement plutôt que d'aider à compléter les travaux. Et l'enjeu qu'il est facile de tricher pour rédiger un texte avec ChatGPT. Donc, il faut être vigilant. Puis cet étudiant-là dit, par contre, bien utilisé, ChatGPT peut être un outil incroyable. Donc, on vous demande cette fois-ci, donc on vous donne une petite, donc c'est sûr que on vous demande, on a mis une petite liste d'usages. Puis on vous demande, selon vous, lesquels là-dedans correspondent à du plagiat. Donc, qui ressort le plus, rédiger un devoir à ma place, m'aider à faire des examens à choix de réponse sommatif, qu'on observe, en fait, c'est que selon certaines personnes, tout est du plagiat, puis selon d'autres, certaines choses sont du plagiat. Puis là, j'ai été dérangée parce que j'ai vu des interventions dans le clavardage que je trouvais pertinentes, mais là, malheureusement, je m'en souviens déjà plus c'était quoi. Ah, c'est Nicole qui disait, ça dépend aussi ce que l'enseignant a donné comme consigne, quelque chose du genre. Ce qui ressort de ça, en fait, 2 et 4 sont pour moi clairement du plagiat, mais je dirais tout le reste, on voit que c'est lieu à débat. Disons que c'est du plagiat pour certaines personnes et c'est pas du plagiat pour d'autres personnes. D'où le commentaire de Nicole. Donc, on a posé la question aux personnes enseignantes, dans quelle mesure avez-vous eu des soupçons de plagiat en lien avec l'utilisation de l'IAG? Vous avez les données pour l'université et pour le collégial. Et ce qu'on voit, c'est que donc pour plusieurs étudiants ou la majorité de l'étudiant, donc c'est environ 30% à l'université et 32% au collège. On a posé une question aux personnes étudiantes. Bon, c'est sûr que c'est pas seulement ça qui est du plagiat, mais pour cette question-là, donc à quelle fréquence avez-vous utilisé des outils d'IAG pour rédiger un devoir à ma place? Ce qu'on observe, c'est qu'à l'université, les personnes étudiantes, 3% ont répondu de temps en temps, 3% ont répondu souvent, très souvent, alors que au collégial, 7% ont répondu de temps en temps et 8% souvent à très souvent. Donc, ça semble être un petit peu plus présent là, au niveau collégial. Donc, ça nous amène au résultat central 4. Donc, 2 ans après, les enjeux restent les mêmes, plagiat, perte d'aptitude et confabulation. Des enjeux là, qui sont partagés par le personnel enseignant puis la communauté étudiante. Alors, on va parler un petit peu, on avait des résultats sur l'encadrement de l'IA, l'encadrement institutionnel puis l'encadrement individuel dans les cours. Alors, les résultats de 2023, ça vient des entrevues de groupe. Donc, dans les entrevues qui étaient faites avec les personnes étudiantes, on leur a demandé quelle gestion devrait être faite par le personnel enseignant de ChatGPT? Alors là, déjà, les réponses les plus fréquentes, c'était permettre l'usage en premier, former les étudiants, adapter les évaluations, puis même intégrer ChatGPT dans les cours et se former soi-même. Quelques personnes disaient limiter l'usage.
En 2025, ben encore là, du point de vue des personnes étudiantes et des personnes enseignantes, ben là, c'est une question un peu différente. Dans quelle mesure les personnes enseignantes devraient-elles permettre l'utilisation de l'IA dans leurs cours? Alors, on a, je dirais, des réponses qui sont étonnamment semblables par les personnes étudiantes et étudiantes, permettent uniquement pour assister l'apprentissage dans la discipline enseignée ou dans le domaine des langues. Donc, c'est la réponse la plus fréquente avec autour de la moitié des répondants. Permettre l'utilisation des outils d'IAG pour améliorer un travail produit par la personne étudiante, ce qui sous-entend peut-être une première production. On en a environ 15% de personnes enseignantes et étudiantes qui sont à interdire complètement l'utilisation des outils d'IA générative dans les travaux et prendre des mesures. Et je dirais permettre l'utilisation pour produire un travail. Une minorité, 5% des étudiants et 10% des enseignants environ, ce qui est surprenant, donc de permettre sans aucune restriction. Par questionnaire, là, on a vraiment quelque chose de plus semblable à la question. Quelles sont les mesures que les personnes enseignantes devraient prendre? En fait, dans le titre, il y a une petite erreur ici. En fait, ça, c'est une question qui est posée. Voilà, donc c'est plutôt une question qui s'adresse plutôt à l'établissement. Donc, la première mesure suggérée est de sensibiliser et former les personnes enseignantes à l'IAG, sensibiliser et former les personnes étudiantes à l'IAG, encadrer et baliser davantage l'utilisation des outils d'IAG pour l'apprentissage, l'enseignement ou la recherche. Donc, il y a un souhait d'avoir des balises institutionnelles, mettre en place de nouvelles mesures pour mieux gérer le plagiat à l'ère du l'IAG, sensibiliser les personnes professionnelles. Donc, on voit beaucoup de sensibilisation, de formation, ainsi que le souhait d'avoir des balises institutionnelles. Donc, par les institutions, ce qu'on avait en 2023, c'était former, sensibiliser les enseignants, encadrer l'utilisation, respecter la liberté académique. Et voilà, on a sous une autre forme ici le questionnaire. Les personnes enseignantes, on aurait dû inverser les deux diapos. Donc voilà les réponses des personnes enseignantes qui sont vraiment semblables à celles qu'on a vues précédemment. Le résultat qui ressort de ça, c'est vraiment que il y a un souhait important d'avoir un encadrement de l'utilisation des outils d'IAG à l'échelle des établissements, puis à l'échelle des cours, et un souhait aussi très important d'avoir de la formation pour le personnel enseignant, pour les étudiants, pour le personnel professionnel, pour tout le monde, dans le fond, des grands besoins de formation. On avait une section dans le questionnaire qui portait sur la formation à l'IA. Donc, dans la section sur la formation à l'IA, on demandait, dans le fond, en 2023, ce que les personnes enseignantes et étudiantes avaient fait pour se renseigner, pour se former. Donc, je dirais, ce qui ressortait en premier lieu, c'était des discussions informelles avec des amis et collègues, consultation de livres ou de ressources en ligne un peu plus important pour les personnes enseignantes, les réseaux sociaux en troisième pour les personnes étudiantes et en troisième, pour les personnes enseignantes, c'est plutôt participation en direct ou en différé à des conférences ou à des webconférences. Et là, on a pour les personnes enseignantes, activités formelles aussi avec des pairs, journée de l'IA, journée thématique dans un cégep ou dans une université. Donc, on voit que en 2025, pour les enseignants, ce qui a changé, beaucoup d'exploration qui devient en premier rang des outils d'IAG par moi-même, ce qu'on ne retrouvait pas en 2023. Discussion informelle reste élevée. Participation en direct ou en différé à des conférences, ça remonte passablement. Participation à des formations offertes dans mon établissement ou activités formelles, ça se rassemble. Voilà les outils qui ont été utilisés par les enseignants. Quand on leur demande dans quelle mesure est-ce qu'ils sont intéressés à être formés sur l'IA et l'IAG, je dirais la majorité des personnes enseignantes et des personnes étudiantes sont intéressées à se former. En réalité, on a 80% des personnes enseignantes qui sont moyennement intéressées, assez ou très intéressées à se former, et on a un peu moins de personnes étudiantes. On a plus 67%. C'est peut-être pas si surprenant parce que les personnes étudiantes se sentent plus compétentes. On l'a vu dans les résultats présentés par Normand. Perception de littératie de l'IA, c'est leur perception de connaissance. Elle est plus élevée, mais ça ne veut pas dire que dans la pratique, en termes de performance, c'est vrai.
On a vu aussi que dans les définitions de l'IAG qui étaient données par les étudiants, ben, c'était souvent assez faible et assez pauvre. Donc, moins intéressés à se former. Combien de temps est-ce qu'ils sont prêts à se consacrer? Il faut dire qu'on était rendu assez loin dans un questionnaire qui était plutôt long, mais la chose encourageante, c'est qu'on a vraiment plus de la moitié ou environ la moitié des personnes enseignantes qui étaient prêtes à consacrer 4 heures ou plus par trimestre à se former. Donc, c'est quand même intéressant. Si on dit que sur un an, je dirais en moyenne, les personnes enseignantes, on en a une bonne proportion qui sont prêtes à consacrer 15 à 18 heures par année à se former, ce qui donne la possibilité peut-être de concevoir un programme de formation. On a peu d'enseignants qui ne voulaient pas se former. Pour les étudiants, on n'avait pas le zéro. On voit quand même que les personnes enseignantes sont prêtes à consacrer plus d'heures que les personnes étudiantes à leur formation. Quels sont les modes de formation préférés? Bien, je dirais un peu de tout. Donc, à distance, asynchrone, de manière flexible, c'est ce qui est préféré aussi bien par les personnes étudiantes que les personnes enseignantes. Et la voie numéro 2, pour les personnes enseignantes, c'est des formations en présence, suivies de formations à distance synchrone ou en mode comodal. Je dirais la préférence pour le mode à distance et ses différentes modalités ressort pour les personnes étudiantes, mais en fait, l'intérêt pour les différents modes de formation est présent. Donc, peut-être que la bonne réponse, c'est un mélange de ces différents types d'activités. Les types de formations plus spécifiques, des conférences ou des webinaires de courte durée, des formations diversifiées avec une variété d'exercices, des formations qui donnent un aperçu d'un ensemble de possibilités, des tutoriels pas à pas, des ateliers de type apprentissage actif, la discussion à partir de cas vécus, des ateliers de type main sur les touches. Donc, les conférences ou webinaires de courte durée sont la préférence numéro 1, mais en même temps, on pourrait s'entendre sur le fait que ce n'est pas ce type de formation-là qui donne lieu à des changements de pratique. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant. Mais ça peut apporter de l'inspiration, Bruno. Oui, ben, ça peut donner des idées, ça peut donner de l'information, mais la recherche montre quand même que ce type d'activité-là mène très peu à des changements de pratique. Remarquez que pendant la pandémie, ça peut être utile pour faire connaître quelque chose. Pendant la pandémie, c'est quelque chose qui a été largement mobilisé. Et maintenant, à quoi aimerait être formé le personnel enseignant? Bien, tout d'abord, à des usages de l'IA générative pour soutenir l'enseignement de la formation, c'est quand même pas surprenant. Numéro 2, l'utilisation d'IA et d'outils d'IA génératifs spécialisés dans ma discipline. Et là, il y a peut-être un genre de, je dirais un genre de point aveugle. En fait, on avait dans notre opération de recension des écrits sur la littératie de l'IA, on s'est consacré sur les aspects transdisciplinaires, interdisciplinaires. Ça existe, la littératie de l'IA disciplinaire. On utilise des outils d'IAG très spécialisés dans le domaine de la santé, mais ça faisait partie, nous, ça ne fait pas partie de ce qu'on a ressorti, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe et qui est important. Donc, ce qui intéresse aussi les enseignants, usage de l'IAG pour soutenir l'apprentissage, les enjeux et pratiques éthiques, développement d'une pensée critique. Donc, c'est intéressant comme des aspects quand même liés à la pensée critique, à l'éthique. Les profs souhaiteraient être formés là-dessus. Le plagiat, des techniques, des balises dans les plans de cours. Du côté des personnes enseignantes, ça se ressemble. L'utilisation d'IA, d'outils JAG spécialisés dans ma discipline, ça devient numéro 1 pour soutenir l'apprentissage numéro 2. Encore là, enjeux et pratiques éthiques et développement d'une pensée critique ressortent de manière importante. Compétences en IA IAG dans mon domaine professionnel, c'est la littératie de l'IA disciplinaire. L'utilisation de l'IAG sans être accusé de plagiat, des techniques efficaces. Puis aussi les outils d'IAG pour les analyses qualitatives, les réglementations, les enjeux légaux. Donc, les personnes étudiantes semblent un peu moins intéressées à se former à l'IAG, sont un peu moins prêtes à y investir du temps que les personnes enseignantes. L'utilisation de l'IA pour l'enseignement, l'apprentissage et les outils spécialisés dans la discipline sont les thèmes de formation qui suscitent le plus d'intérêt. Puis on souhaite, je dirais, grosso modo, une diversité de modalités de formation qui combinent webinaire et formation pratique.
On arrive à la période de questions. Je dirais simplement qu'à l'Université de Montréal, on a déployé une initiative qui regroupe notre équipe de recherche, le LAVIA, l'équipe du CPU, l'équipe des bibliothèques et l'équipe des stratégies numériques. Puis on est en train, en fait, on offre un programme de formation qui intègre vraiment on offrira à l'automne un programme de formation qui va avoir une durée qui va varier entre 9 et 25 heures. Donc, on va avoir un parcours enseignement qui va s'appeler les essentiels en enseignement, puis un parcours approfondi en enseignement qui vont intégrer des éléments d'éthique et d'agentivité, puis on va offrir un parcours en recherche qui va s'appeler à l'automne les essentiels en recherche, qui est à peu près en avant, puis un parcours approfondi. Donc, voilà, voilà ce qu'on fait avec ces résultats-là. Les résultats de la recherche ont guidé la conception du programme de formation à la littératie de l'IA qui va être offert aux personnes enseignantes durant l'année 2025-2026. Donc, on est, voilà, à la période de questions. On a les Q et R. Oui. Il y a deux. D'abord, merci naturellement, là, Bruno, Christine et Normand. C'est toujours intéressant de vous écouter. Mais tu sais, tantôt, quand tu disais l'impact, il y a quand on demande aux gens d'apporter une appréciation d'un webinaire. Quand on demande est-ce que ça a un impact sur votre réflexion, vos actions, ben dans la majorité des webinaires, le taux est assez élevé. Fait qu'on verra là, ce qu'il en est. Mais j'ai deux questions pour vous. On ira voir. Là, pour le moment, il n'y a pas de questions d'autres personnes. Là, vous avez présenté divers types de données dans votre présentation, les usages, les perceptions, formations attendues, tout ça. Que devrait-on nous retenir à titre de participants dans tout cela, dans le cadre de notre pratique professionnelle? Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, des suggestions à nous faire suite à votre présentation? À quoi ça va nous être utile pour nous, là, ces données-là? À quoi peuvent-elles nous servir? Moi, j'aurais tendance à répondre en fonction des catégories de répondants. Fait que je vais laisser Christine ou Normand répondre à une première partie, puis moi, je répondrai bien pour les conseillers pédagogiques. Parfait. Allume ton micro. C'est ce que je m'enlignais pour répondre, c'est qu'on a quand même beaucoup de monde dans la salle qui sont des personnes conseillères pédagogiques, donc en lien notamment avec la formation. Ben, ces personnes-là doivent souvent là, déployer des initiatives de formation, etc. Donc, nos données peuvent être vraiment intéressantes pour décider un petit peu de qu'est-ce qui peut être mis en œuvre, quels ateliers, quelles formations, sous quelle forme peuvent être intéresseraient non seulement les personnes enseignantes, mais aussi les personnes étudiantes. Ben, moi, je vais faire du pouce là-dessus pour dire, moi, ce que ça me dit, si je suis conseiller pédagogique et que je veux former les personnes enseignantes, l'IA générative pour l'enseignement, la pédagogie, la planification de cours, la création de contenu pédagogique, c'est le premier souhait. L'utilisation de l'IAG pour l'apprentissage, donc former les enseignants à comment les étudiants peuvent l'utiliser pour l'apprentissage, comment eux peuvent peuvent l'utiliser pour soutenir l'apprentissage de leurs étudiants. Je dirais la dimension de l'IAG dans la discipline, mais celle-ci, c'est pas évident de comment le faire. Puis je dirais, au travers de tout ça, intégrer des éléments de pensée critique, des éléments d'agentivité, des éléments sur les aspects éthiques, si on regarde. Et là, les personnes enseignantes veulent une majorité de formats. J'offrirais pas, moi, des choses seulement en présence. On voit que j'offrirais des modalités différentes. Alors, et pour les enseignants, alors je vais laisser Normand prendre ce bout-là. Oui, mais je m'en allais sur les étudiants. Je vais juste répondre à la question en clavardage en premier, là, mais l'idée que la quête était sur ChatGPT dans la version 2025, on avait fait évoluer le vocabulaire, c'était juste que ChatGPT, c'est comme un frigidaire, puis c'est comme Kleenex, c'est la marque qui était connue pour l'outil, donc quand on parlait d'IA génératif, ça donnait rien. Donc, on a fait évoluer, donc effectivement, on essaie de faire changer le vocabulaire dans l'enquête pour que finalement, on passe d'IA génératif. Donc, pour ce point-là, vraiment, je suis d'accord avec le commentaire dans le clavardage. Pour la partie, en fait, que Bruno, tu me posais, c'est quoi les retombées? Je vais y aller du côté étudiant. On le voit, les usages sont bien présents, sont là, en fait, ça devient un outil qui s'en vient ancré dans les pratiques. Donc, mais là, après ça, c'est comment il l'utilise de façon efficace. Fait que pour moi, il y a vraiment une réflexion à avoir. Nos résultats nous montrent quand même que les usages sont répandus et diversifiés et parfois même des usages inattendus. Mais lorsqu'on s'en va un petit peu plus loin, et j'étais dans une rencontre au Cégep de Saint-Jérôme avec Christine, dès que je posais des questions
un temps soit peu plus avancé sur les outils, on arrivait rapidement à une limite que les étudiants ne connaissaient pas vraiment le détail des options de recherche sur le web, recherche approfondie, puis ces choses-là. Donc, effectivement, pour moi, la prochaine étape va être de dépasser justement, est-ce que c'est ChatGPT ou Gemini, mais comment on l'utilise. Donc, moi, les résultats me montrent que c'est dans les pratiques. On doit aller maintenant plus loin comme organisation, puis se poser la question non plus de qu'est-ce que vous faites avec, mais maintenant d'aller vraiment dans le détail fin des activités pédagogiques qui sont, comment on les utilise dans le concret, là, pas juste dans le générique. Ouais. J'ai une autre question à vous poser. Le monde professionnel, puis quel que soit le programme dans le domaine dans lequel on travaille, que ce soit dans un domaine technique ou dans un domaine non technique, bon, universitaire, recourt de plus en plus à l'IAG, entre autres, là, via la création d'agents conversationnels qui sont privés. Dans le monde du droit, ça se fait, bon, un peu partout, là, ça se fait. Et un nombre grandissant aussi de programmes d'études introduisent la formation à un recours éthique et efficace de l'IAG dans le cadre de la préparation au marché du travail. Selon vous, est-ce qu'effectivement tout ça est appelé à évoluer? Mais c'est aussi, mon autre question, c'est que faire si les réticences d'une personne enseignante dans un programme ou dans une discipline sont telles qu'elle refuse toute introduction de l'IAG dans ses cours? Qu'est-ce que vous feriez? Ça, c'est une bonne question. Je vais commencer par dire qu'on a environ au moins un 20% du personnel enseignant. Là, on le voyait dans une des diapos, Ouais. là, même 22% là, qui n'utilisent pas, je dirais, qui sont des astérix, qui sont des Gaulois qui résistent à toute utilisation de l'IAG. Comment on ferait pour le faire? Là, je pense qu'il peut y avoir des points de vue personnels qui diffèrent. Je dirais, de mon point de vue, et là, bon, oui, le marché du travail évolue. Moi, je dirais qu'à l'échelle d'un programme, il me semble intéressant que les personnes étudiantes soient exposées à une variété de points de vue. Je dirais que c'est même intéressant de mon point de vue qu'il y ait des cours qui permettent l'utilisation de l'IAG, d'autres cours qui l'interdisent ou des moments dans un cours. Par ailleurs, il me semble qu'il y a quand même un impératif éthique malgré tout à se former un petit peu sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, même si l'impératif, donc pour moi, l'impératif devrait être plus de se renseigner, de se former, de connaître un peu, pas nécessairement de l'utiliser ou de le faire utiliser en classe. Et quand on est quand même plusieurs, je dirais, les règles d'usage dans les programmes, il devrait avoir un niveau minimum sur ce qu'on permet, ce qu'on interdit. Quand on a, par exemple, des profs qui, pour un même cours, mais différentes sections, ben, un prof interdit. Donc, c'est plus la cohérence de l'approche professorale à l'échelle d'un cours ou d'un programme qui me semble plus nécessaire personnellement que l'idée qu'il faut que tout le monde s'y mette. Mais là, je vais laisser Christine et Normand exprimer leur position. Les positions, je pense, peuvent être bien variées. Parce que c'est difficile de trouver une réponse à ça, là, actuellement, là. Hein? Les réponses sont multiples, disons. Et les positions sont multiples aussi. Okay. Ben, moi, j'ajouterais seulement qu'on a nos perceptions chacun, mais je voyais un graphique passer sur vraiment les domaines du milieu du travail les plus touchés par l'IA, où l'IA est plus présente, puis ceux qui est le moins, les domaines qui sont le moins touchés. Puis les domaines les plus touchés, en fait, ben, ce sont les domaines dans lesquels on intervient au niveau de la formation technique, par exemple, là, ou préuniversitaire, ben, ce sont les domaines où les personnes étudiantes vont se diriger à l'université. Fait qu'on a quand même quelque chose à faire là-dedans, là, dépendant, même si on peut avoir des opinions différentes sur le sujet. C'est quoi ces choses à faire là? Ben, comme disait Bruno, je crois qu'au minimum informer, on peut pas faire comme si il y avait pas de changement puis tout ça là. On a comme une responsabilité là, considérant que ben les étudiants qui sont dans nos classes aujourd'hui et demain, en formation technique, ben l'année prochaine ou dans 2 ans, vont œuvrer dans un milieu du travail où l'IA est très présent. Ben on a, à mon sens, une responsabilité là, de se positionner puis d'agir en conséquence là, de ça.
Puis j'ajouterais que, puis je l'ai répondu à Isabelle dans le clavardage, que ça change aussi le focus. On doit intervenir, réfléchir à ce que ça change l'IA, mais comme enseignant aussi, ça nous force, ça déplace, j'ai marqué le focus, mais du moins notre centre d'intérêt beaucoup plus sur le processus, sur l'échange, la discussion, que le produit final. On a eu des fortes tendances à évaluer le produit, ce qui arrive à la toute fin, puis pas tant interagir sur ce qui a été produit. Alors que là, on le voit qu'avec l'IA, ça nous force quand même aussi à réfléchir à ça, que ce qui nous intéresse, c'est le développement de la compétence, c'est le processus, c'est comment la personne le perçoit, l'acquisition. On ne peut pas déléguer l'apprentissage à l'IA. L'IA, donc l'apprentissage, il est humain, donc c'est vraiment là qu'on va devoir avoir des efforts. On parle de ramener les portfolios, les journaux de bord, les traces, les discussions, les interactions. C'est un enjeu clair pour l'enseignement supérieur, collégial et universitaire de voir comment un peu, pendant longtemps, on a quand même hésité sur l'évaluation du produit à la fin, mais on le voit, ce déplacement-là. Et puis Isabelle parle de PPP, puis c'est pas partenariat public-privé, c'est produit, processus, propos. Effectivement. Il y a Anne-Frédérique qui demande, par rapport au thème de la formation que vous avez présenté, est-ce que vous avez séparé les réponses des personnes étudiantes au collégial et de l'université ou si vous les avez imbriquées? On les a, ils étaient regroupés dans ce qu'on a présenté. Ça variait pas beaucoup, en fait. On l'a donné, on l'a même pas loin, mais les différences étaient peu importantes. Pardon, mon micro n'était pas allumé. Alors, il n'y a pas d'autres questions qui étaient posées. Je tiens à vous remercier tous les trois. Je sais que vous passez vous avez un très gros horaire ces temps-ci. Et donc, je vous remercie énormément pour le temps que vous avez investi avec nous. Et je vous dis à la prochaine parce que je sais que ça va être bientôt. Alors, bon dîner et merci aux participantes et participants. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir.